Eh bien, merci Harold pour cette introduction. On est un peu en avance là, non? Donc on va parler de la prévention des risques infectieux. J'ai pas de conflit d'intérêt et j'ai fait cette présentation avec mes petites mains. Alors comme nous le savons tous, l'infection périprothétique, c'est une catastrophe pour le patient et puis pour la société. C'est une cause encore extrêmement fréquente de reprise d'arthroplastie, que ce soit pour les hanches ou pour les genoux. Vous voyez ici les chiffres des registres norvégiens. Les infections, c'est représenté en rouge, et vous voyez que sur ces histogrammes, ça ne diminue pas franchement en fait au fil des années. Donc c'est un problème fréquent, on y sera tous, ou on y est tous confrontés un jour ou l'autre. C'est grave pour le patient parce qu'on sait à travers des études épidémiologiques qu'il y a une mortalité, en plus de la morbidité associée à ces infections, une mortalité qui est très importante, notamment comparativement aux reprises pour un motif aseptique, avec des risques, enfin des espérances de vie qui sont finalement superposables à celles qu'on a aujourd'hui avec certains cancers. Alors, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour prévenir ces infections post-opératoires? Ils sont de plusieurs ordres parce que finalement les facteurs qui vont conduire à l'infection, ils peuvent être regroupés dans ces trois familles que j'ai décrites. Les familles techniques, des problèmes liés à l'état local, et puis les problèmes liés au terrain, ce qui est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors les facteurs de risque liés au terrain, on peut les ranger en trois familles. Il peut s'agir de facteurs de risque non modifiables, l'âge, le sexe, etc. Je ne vous fais pas un dessin. Il peut s'agir de facteurs optimisables, une pathologie cardiaque, une insuffisance rénale, un diabète, etc., etc., une artériopathie. Le facteur de risque va persister, mais on peut l'optimiser. Et puis, enfin, les facteurs de risque modifiables, qui sont des situations qui peuvent être en théorie inversées, comme l'obésité, la malnutrition, la consommation de toxiques, une anémie, un traitement anticoagulant, etc., etc. J'attire votre attention d'emblée sur le fait que les preuves dans la littérature qui mettent en cause ces facteurs de risque sont assez variables, et qu'en fait, il y a beaucoup de croyances dans tout ce qu'on peut lire et dans ce que l'on peut transmettre comme information. Donc, on va essayer de démonter un petit peu ces croyances à travers cette présentation. Alors, il y a beaucoup de papiers, bien sûr, qui parlent du lien entre les facteurs de risque connus et le risque effectif. J'ai retenu cette étude que je trouve assez intéressante. Donc, c'est une étude qui a été faite à partir d'une base de données d'assureurs aux États-Unis. Je la trouve intéressante parce que ça regroupe beaucoup de dossiers. Si vous faites le total du nombre de patients sur le graphique en bas, il y a près d'1 million de dossiers avec des arthroplasties de hanches, des arthroplasties de genoux. Les patients ont été rangés par risque, par sous-groupe en fait, en fonction du nombre de facteurs de risque. Le premier enseignement que je trouve intéressant de cette étude, c'est que alors, les facteurs de risque, bien sûr, entraînent un risque infectieux avec des odds ratios qui sont variables, mais tous les facteurs de risque ne se valent pas. Ça, c'est la première information, et ils n'ont pas tous le même impact sur le risque infectieux en fonction de l'arthroplastie que l'on considère, que ce soit la hanche ou le genou. Donc, première information. Deuxième information, il y a un effet cumulatif des facteurs de risque entre les patients qui ont 1 à 2 facteurs de risque et puis ceux qui vont en avoir 3, 4, 5 jusqu'à 6, avec encore une fois une démultiplication du risque d'infection. Ici, c'était les infections précoces à 3 mois, et ça fonctionne aussi bien pour les hanches que pour les genoux. Alors, à l'autre bout du spectre, si on met en place des critères extrêmement stricts pour opérer ces patients, un IMC inférieur à 35, une albumine parfaite, une hémoglobine glyquée parfaite, une hémoglobine parfaite, eh bien clairement, on obtient une diminution des complications. Ça pose un certain nombre de questions et de problèmes, puisque ces seuils vont exclure de fait de nombreux patients, sous-entendu de nombreux patients qui n'auraient pas eu la complication s'ils avaient été opérés, avec là encore une définition des seuils qui s'est fait dans le passé sur des études souvent de faible qualité. Donc ça pose un problème éthique parce que notre rôle, c'est pas d'exclure les patients d'une technologie qui va améliorer leur vie, mais c'est au contraire d'essayer de les inclure. Et ça va être un peu le sujet de cette présentation, c'est comment trouver le chemin qui va nous permettre d'opérer nos patients tout en restant dans un couloir de sécurité optimal. Alors on va commencer par l'obésité parce que c'est
c'est une situation qu'on rencontre de façon assez quotidienne, déjà parce que ça augmente régulièrement dans la population dans les pays occidentaux, et puis dans nos populations en particulier de patients qui sont candidats à une arthroplastie de hanche ou de genou, eh bien, la proportion augmente. J'ai noté cet exemple, qu'un IMC supérieur à 40, ça multiplie par 8 l'indication d'arthroplastie totale de hanche et par 32 l'indication d'arthroplastie totale de genou, comparativement à des patients qui ont un IMC normal. Alors l'obésité, c'est un facteur de risque d'infection post-opératoire pour différentes raisons, notamment parce qu'il y a un catabolisme, il y a un état inflammatoire qui va in fine altérer la défense immunitaire. Il y a d'autres syndromes métaboliques qui sont eux-mêmes, indépendamment des facteurs de risque, qui peuvent être associés. Classiquement, on mesure l'obésité, ou en tout cas, un des paramètres principaux qu'on utilise dans la littérature, c'est l'indice de masse corporelle, le BMI en anglais. Une notion importante, c'est que IMC et obésité, c'est pas la même chose. À travers ce que je viens de vous dire, on peut corriger un IMC, mais les facteurs sous-jacents métaboliques persisteront. Alors on peut s'interroger déjà sur la validité ou la pertinence de ce paramètre, parce que c'est effectivement le paramètre le plus régulièrement utilisé qu'on trouve dans la littérature, mais néanmoins, la répartition des graisses corporelles, eh bien, elle est un peu immuable, et finalement, elle est indépendante de l'IMC, à telle enseigne que pour certaines indications d'arthroplastie de hanche notamment, et notamment lorsqu'on réalise ces arthroplasties par voie antérieure, il y a d'autres facteurs qui sont probablement plus pertinents pour évaluer le risque infectieux en fonction de ce facteur de risque, et notamment la mesure du panus abdominal sur des clichés réalisés en charge. De la même façon, pour le genou, il y a d'autres paramètres qui ont été utilisés, comme l'épaisseur des parties molles autour de l'articulation, et certains papiers ont montré que ces critères étaient beaucoup plus pertinents que l'indice de masse corporelle pour faire un pronostic ou une prédiction de risque infectieux post-opératoire. Ceci étant dit, donc, la question centrale, c'est déjà de savoir si l'obésité augmente le risque d'infection périprothétique. Eh bien, la littérature rapporte finalement assez peu d'études robustes avec des conclusions qui sont extrêmement variables et qui vont vraiment parfois venir en contradiction. À titre d'exemple, je trouve que ce chiffre est assez marquant, mais sur 30 études publiées ces 10 dernières années, 14 études qui portent spécifiquement sur ce risque ne montrent pas de surrisque infectieux en rapport avec l'obésité. Donc en fait, quand on augmente un peu la granulométrie et qu'on rentre un peu plus dans l'analyse des chiffres, il est probable en fait qu'un IMC inférieur à 35 augmente assez peu le risque, alors qu'un IMC supérieur à 35, voire supérieur à 40, vont augmenter de manière beaucoup plus significative et avec un petit peu plus de robustesse à travers les chiffres de la littérature que lorsque l'IMC donc est inférieur à 35. L'autre question, c'est est-ce qu'en corrigeant l'obésité, on améliore le pronostic post-opératoire? Alors c'est probablement vrai quand on passe de 50 à 45, mais c'est beaucoup moins vrai quand on passe de 45 à 40. Et autre information importante, une perte de poids de 5% dans l'année qui précède l'arthroplastie ne modifie pas le risque infectieux post-opératoire. Alors le poids est-il modifiable sur une échelle de temps raisonnable? C'est difficile de perdre du poids. Les résultats, enfin les chiffres de la littérature disent que moins d'un patient sur 5 obèse a perdu du poids avant une arthroplastie totale, et seuls 22% des patients obèses morbides sont inclus dans un programme de perte de poids, ce qui évidemment remet en cause leur chance de perdre du poids. En gros, pour ces patients, la perte de poids moyenne est de 8%. Donc quand on part d'un IMC de 40, finalement, peu de patients vont pouvoir atteindre un IMC autour de 35, qui est à peu près le chiffre qu'on retrouve dans la littérature comme étant la limite pour faire ces arthroplasties. Alors, les moyens qui sont à notre disposition pour corriger le poids, vous connaissez bien sûr la chirurgie bariatrique, c'est un moyen extrêmement efficace pour faire perdre du poids rapidement. La contrepartie, c'est qu'on perd aussi des vitamines. À cette occasion, on perd des protéines, il y a une anémie qui est plus régulièrement retrouvée. Et donc, le mix de la littérature, la méta-analyse de la littérature dit que finalement, ces interventions de chirurgie bariatrique apportent
peu de modifications dans le risque infectieux après arthroplastie totale de hanche. C'est un petit peu mieux pour les arthroplasties totales de genoux, et pour les infections tardives, il n'y a pas de changement. On a depuis quelques années des molécules qui avaient été développées initialement pour traiter le diabète, qui augmentent la production d'insuline par le pancréas et qui vont augmenter la satiété. Donc les patients s'arrêtent de manger en fait parce qu'ils ont clairement envie de vomir dès lors qu'ils sont sous traitement. Et là aussi, c'est un moyen extrêmement efficace de perdre du poids. Alors en France, on a les versions injectables bien sûr, il y a les versions orales qui arrivent. Donc indubitablement, on va être confronté à ces patients qui reçoivent ce type de traitement. Donc il faut quand même pouvoir leur apporter des réponses. Ce qui est intéressant de voir d'ailleurs, c'est que c'est les traitements qui ont été également validés dans le traitement de l'arthrose des genoux. Donc c'est des essais faits par les rhumatologues et ça apporte apparemment des résultats assez intéressants. Donc peut-être que ça va aussi nous enlever une partie de cette population candidate aux arthroplasties de genoux. Que dit la littérature donc sur ces traitements et leur rapport avec le bénéfice sur le risque infectieux? Eh bien, il y a une diminution du risque d'infection périprothétique à 90 jours dans des proportions qui sont quand même assez impressionnantes, avec une diminution également d'autres risques post-opératoires et notamment de réadmission post-opératoire. Leur utilisation 3 mois avant et 3 mois après une arthroplastie totale de hanche était associée à moins d'infections périprothétiques et moins de réadmissions. Ça a été montré également dans un autre papier. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce sont probablement des molécules qui vont changer la façon d'appréhender ces situations, en particulier chez les patients très obèses. On a besoin d'avoir encore des données supplémentaires parce qu'il y a probablement des effets secondaires qui ne sont pas encore totalement mis en évidence et qui vont apparaître évidemment avec le temps. Je rappelle également que ces études, qui datent de quelques années déjà, elles ont été faites essentiellement sur les populations de patients diabétiques. Donc l'obésité n'était pas le focus, en tout cas pour les principales. Et là aussi, on a besoin d'avoir des données qui sont vraiment spécifiquement orientées sur cette pathologie. Et une petite réflexion physiologique, c'est que récuser des patients obèses en raison des risques de complications va exclure des patients qui auraient eu un vrai bénéfice après arthroplastie, puisque les patients obèses en fait ont le même gain fonctionnel que les patients non obèses après une arthroplastie de hanche ou de genou. Et pour un seuil qu'on fixe par exemple à 40, je n'opère pas tous les patients qui ont un IMC supérieur à 40, on récuse 14 patients, ce qui va nous permettre d'éviter une complication. Et l'autre dimension de cette réflexion, c'est que beaucoup de ces patients, une fois récusés, interrompent leur suivi, on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent. Alors l'autre versant de la pièce, en quelque sorte, concernant la nutrition, c'est la dénutrition, qui se définit comme un déséquilibre nutritionnel avec un bilan énergétique et ou protéique négatif. Il est présent dans une grande proportion de patients qui viennent, qui sont candidats pour une arthroplastie. Là encore, on retrouve un petit peu les mêmes éléments que chez les patients obèses concernant la défense immunitaire. Il y a très clairement une accélération du catabolisme, une altération du système immunitaire et une augmentation de l'état inflammatoire post-opératoire qui vont conduire à des défauts de cicatrisation puis à l'infection. Il ne faut pas oublier que chez le sujet obèse, il y a souvent une dénutrition. Et donc, l'obésité, c'est un red flag à la fois pour la situation qui est évidente d'obésité, mais également la situation cachée de dénutrition. Et puis, il y a d'autres pathologies auxquelles on peut être confronté, qui peuvent être aussi des facteurs confondants. Alors, la littérature est là quand même assez unanime, même si c'est avec un faible niveau de preuve, mais un IMC inférieur à 18 va augmenter le risque d'arthroplastie, d'infection post-opératoire sur une arthroplastie totale de genou dans des proportions qui peuvent être très variables. Une albumine inférieure à 35 augmente le risque d'infection profonde, ça c'est connu depuis de nombreuses années. Alors comment on évalue? Parce que c'est toujours la même réflexion en fait, c'est de l'évaluation. Il y a plusieurs paramètres qui sont facilement accessibles par des examens biologiques. C'est l'albumine, la préalbumine. Il y a une notion de temporalité. L'albumine, c'est plutôt le reflet d'un déficit chronique en protéines, alors que la préalbuminémie, c'est le reflet d'un déficit récent. Donc on va préférer, en fonction des antécédents du patient, l'un ou l'autre des paramètres. Il y a d'autres paramètres un peu plus compliqués, mais qui vont plutôt relever des consultations spécialisées avec un diététicien ou un endocrinologue. Donc, quelle est la conduite à tenir vis-à-vis de la dénutrition? Alors, la mesure systématique des marqueurs sériques n'est pas recommandée. Néanmoins, elle doit être guidée par l'examen clinique et par l'interrogatoire.
Encore une fois, il y a quelques patients qui doivent vous mettre la puce à l'oreille et qui doivent conduire à la détection et au screening de cette dénutrition, qui sont l'obésité, une chirurgie bariatrique récente et un IMC faible. Et si la dénutrition est confirmée, on peut recommander de demander un avis diététicien et de ne pas opérer un patient qui a une albumine très basse. Ça, c'est important. On ne sait pas encore très bien quel sera le bénéfice des programmes de renutrition, mais aujourd'hui, en l'absence d'informations plus précises, il vaut mieux procéder à une renutrition. Le tabagisme actif, là aussi, c'est quelque chose qui est bien connu comme étant un facteur de risque en orthopédie en général. C'est un facteur de risque d'infection de sites opératoires, de pseudarthrose, de problèmes cicatriciels, etc. Par un défaut d'oxygénation des tissus, on va avoir une altération de la cicatrisation. Là aussi, il y a une situation d'état inflammatoire chronique et une augmentation du risque d'infection périprothétique, que ce soit après une arthroplastie de hanche ou de genou. C'est un petit peu moins chez les anciens fumeurs, mais enfin ça persiste quand même. C'est pas nul, hein, le risque lié à un tabagisme passé. Et autre information qui va avec un peu l'air du temps, parce que la question est régulièrement posée par les patients, c'est que le vapotage et les cigarettes light pourraient également augmenter le risque d'infection périprothétique et d'autres risques comme les événements thromboemboliques. Donc la consigne qu'on peut donner à nos patients, c'est d'arrêter la consommation, que ce soit sous la forme de tabac ou sous la forme de cigarettes électroniques. Alors, comment on mesure la consommation récente de tabac? Le dosage de cotinine dans les urines ou plasmatiques, en fonction des disponibilités, ou bien l'interrogatoire, mais en sachant qu'il y a un peu plus d'un patient sur 10 qui se déclare abstinent alors qu'il a continué le tabac actif. Dans la littérature, donc, les preuves de l'effet bénéfique de l'arrêt du tabac sont assez modérées. Ça marche quand il y a un sevrage encadré. Donc, quand je suis confronté à ces situations, je renvoie régulièrement le patient vers son médecin traitant et j'attends d'avoir eu la confirmation du médecin traitant que le sevrage est bien accompli. Et ce qui est recommandé, j'ai pris l'exemple de la société américaine des chirurgiens de la hanche et du genou, c'est d'arrêter au minimum 4 à 6 semaines avant une arthroplastie totale et 4 semaines après. Le diabète, alors la prévalence du diabète dans les populations d'arthroplastie totale est extrêmement fréquent, c'est 20 à 40%. On ne le sait pas toujours, et parfois c'est l'infection post-opératoire qui va être la modalité d'entrée dans la maladie diabétique. Alors les preuves sont encore un peu plus limitées que pour l'obésité, c'est dire, mais néanmoins, les patients diabétiques, d'une manière générale, ont un surrisque d'infection périprothétique comparativement à des sujets non diabétiques, et en particulier, spécifiquement, le diabète de type 1 ou un diabète insulino-requérant ont un peu plus de risques que le diabète de type 2. Si on doit évaluer avec un paramètre, bon, l'hémoglobine glyquée, ça reste la référence, et le risque, avec cette information, que le risque d'infection post-opératoire est multiplié par 9 si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 6,7%. On a plusieurs outils à notre disposition pour évaluer l'équilibre diabétique, l'hémoglobine glyquée bien sûr, la fructosamine qui donne une information plus récente en fait sur l'équilibre diabétique sur les 2 à 3 semaines qui se sont écoulées avant une arthroplastie par exemple. Il y a d'autres paramètres. La fructosamine peut être par exemple utilisée si vous avez des patients qui ont une drépanocytose ou chez qui on ne peut pas évaluer fiablement l'hémoglobine glyquée. Il est recommandé donc de dépister systématiquement le diabète compte tenu de la fréquence. Le seuil le plus utilisé aujourd'hui et recommandé, c'est une hémoglobine glyquée à 7,5%, mais avec encore une fois un niveau de preuve relativement faible. Et il est recommandé de retarder l'arthroplastie tant que le seuil n'est pas atteint, il n'y a jamais d'urgence. Les autres facteurs de risque modifiables, l'anémie, bon, c'est évidemment, ça fait partie du screening systématique de nos patients. La prévalence est quand même pas négligeable non plus dans nos populations d'arthroplastie tout confondu. Donc il y a un screening systématique, comme je viens de le dire. On n'opère pas les patients s'ils sont à moins de 12 grammes pour une femme, moins de 13 grammes pour un homme. Et puis on optimise en préopératoire au moyen de l'EPO. L'état dentaire, il n'y a pas de risque accru d'infection périprothétique. Néanmoins, je recommande une exploration chez les patients qui ne sont pas bien suivis et qui vont nécessiter à un moment ou un autre des soins relativement invasifs. Le traitement anticoagulant, le risque potentiel est faible, malgré tout ce qu'on peut constater dans notre activité de tous les jours, mais malgré tout, la littérature ne dit pas qu'il y a un surrisque, ou en tout cas que le risque potentiel est potentiel. Les infections urinaires ne sont pas associées statistiquement à plus de risques d'infection périprothétique, avec encore une fois un niveau de preuve relativement faible. Sachez néanmoins que
le risque infectieux, il est souvent lié à d'autres bactéries que celles qu'on retrouve dans les urines, mais il peut y avoir quand même un petit surrisque. Donc en gros, si votre patient a des symptômes ou fait des infections urinaires à répétition, il est quand même recommandé de faire un ECBU systématique. Les arthrites inflammatoires, c'est un autre grand pan de notre population candidate aux arthroplasties. Elle combine plusieurs facteurs de risque, les traitements, bien sûr, qui sont fortement immunodépresseurs, l'anémie, l'état cutané, la dénutrition, etc., etc. Il faut de toute façon, quand on envisage une indication d'arthroplastie chez ces patients, en discuter avec le rhumato qui traite habituellement le patient, et il est recommandé d'arrêter les traitements biologiques, bien sûr. Les autres traitements ne sont pas nécessairement à interrompre, mais tout ça, ça doit relever d'une discussion avec le rhumato. Alors en conclusion, ce que j'ai essayé de vous montrer à travers ces quelques diapos, c'est que notre rôle, c'est de chasser en fait le facteur de risque qui va être modifiable, et c'est donc avec les outils qui sont à notre disposition d'essayer de détecter au maximum ces risques qui vont entraîner des conséquences extrêmement graves pour le patient. On a de nombreux moyens pour évaluer chaque facteur de risque. Ils n'ont pas tous été définis avec beaucoup de pertinence, mais il faut se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. Les recommandations, elles peuvent être variables d'une société ou d'une institution à l'autre, entre les sociétés nationales, internationales, les anesthésistes, les rhumatos, etc. Et puis en plus, elles sont évolutives dans le temps. En 2023, par exemple, la Société des chirurgiens américains de la hanche et du genou a indiqué qu'il ne fallait pas récuser de manière systématique et aveugle les patients obèses, même avec un IMC supérieur à 50. Donc ça laisse quand même pas mal de marge pour réfléchir à nos indications. Le message essentiel, c'est que l'évaluation préopératoire doit être personnalisée, c'est vraiment la règle. On s'appuie sur une histoire clinique, en particulier s'il y a un certain nombre d'alertes, comme une chirurgie bariatrique récente, une consommation de tabac, un diabète, etc., ou des facteurs de risque familiaux qui ne sont pas forcément identifiés chez le patient, mais qu'il faut savoir détecter. Les risques augmentent avec le nombre de facteurs de risque. Il faut adapter les tests. Et puis, vous pouvez vous faire aider par un certain nombre de calculateurs de risques qui sont accessibles en ligne. Et puis demain, peut-être que l'IA pourra aussi nous aider à personnaliser encore un petit peu plus la prédiction du risque et pouvoir ainsi apporter une information pertinente à nos patients. Et in fine, quand vous ne vous sentez pas face à un patient obèse ou vous sentez que vous n'y arrivez pas, enfin obèse ou qu'il y a un autre facteur de risque, vous pouvez aussi le référer à un confrère parce qu'on sait qu'il faut un environnement chirurgical pour traiter ces patients, en particulier les obèses, des tables spéciales, une équipe entraînée. Et voilà, référer un patient à un confrère, c'est tout aussi honorable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe. Est-ce qu'il y a des questions, remarques dans la salle? Tu utilises les scores prédictifs pour ce type de patient, justement, ou pas du tout? Alors, probablement pas d'une façon routinière, mais effectivement, quand je suis confronté à des patients qui ont plusieurs facteurs de risque potentiels, ouais, je me dirige. Alors, il y a celui de l'ICM, qui est accessible sur nos téléphones, il y a une application, il y a celui de Stanford, il y a celui de la Mayo Clinic, il y a plusieurs... Alors, c'est basé sur des régressions logistiques, donc c'est pas des systèmes très intelligents, et c'est pour ça que je parle d'intelligence artificielle, parce qu'il y a des papiers qui commencent à sortir et qui exploitent donc les algorithmes d'intelligence artificielle et qui les comparent justement à ces calculateurs de risque qui sont un peu plus primitifs et avec des résultats assez intéressants. Donc c'est peut-être une piste. Moi, je crois beaucoup à l'intérêt prédictif en fait des IA. C'est un sujet de travail. Ouais, c'est un enjeu important. Alors c'est vrai que la base d'Ecrivac actuellement ne nous permet pas encore de faire ça, mais on espère pouvoir bosser dessus avec le conseil scientifique. Ouais, une base de données intéressante. Tout à fait. Après, c'est vrai que quand tu présentes les différentes variables là auxquelles les malades sont exposés, on se dit effectivement de manière séparée, il y a tout de même un effet cumulatif, hein, parce que souvent le patient il arrive, il est obèse, diabétique, il est sous anticoagulant, et en fait on a la totalité des problématiques. C'est aussi le moment un peu d'une checklist de santé, c'est pour ça que moi je suis toujours un peu méfiant. On dit donc effectivement qu'il n'y a pas de bilan dentaire systématique, on ne fait plus de détertion bloc opératoire, il n'y a plus de dosage de quoi que ce soit. Mais finalement, c'est avant une chirurgie prothétique, c'est aussi le moment de faire un check-up et puis de pouvoir effectivement traiter et identifier ces variables.
Il ne faut pas oublier que toutes ces règles, elles ont été établies sur des populations de patients lambda standard. Je pense notamment aux antibioprophylaxies qui sont administrées en périopératoire. Ça a été déterminé chez des patients qui font moins de 100 kg. Et c'est probablement aussi un des facteurs de surrisque infectieux chez ces patients, c'est qu'on n'adapte pas suffisamment bien les doses d'antibiotiques parce que les études en fait n'ont pas été faites pour ça.